Bonjour à tous, nouvelle conférence call, alors avec un sujet un peu chaud qui est celui des émergents. Donc on va évoquer cette question qui est brûlante parce qu'on voit bien que tout le monde, il y a un changement radical des anticipations et il y a une fragilité qui reflète ce changement de situation. Donc on va évoquer cette question très largement. Quel est le risque majeur? Le risque majeur, à mon sens, c'est qu'elle dure un petit peu plus que ce qu'on chacun a envie d'imaginer. Je pense notamment au plan brésilien qui, jusqu'à la fin de l'année, a prévu de dépenser 60 milliards de dollars pour soutenir sa monnaie. Si c'est un petit peu plus long que d'ici la fin de l'année, ça pourra poser peut-être un certain nombre d'autres questions. Parce qu'à ce moment-là, il y a probablement quelques pays qui auront des difficultés de réserve de change et qui seraient peut-être obligés de faire appel au Fonds monétaire international. On n'en est pas là, mais ayons ça un peu à l'esprit. Donc voilà, ça c'est le point important. On a eu pas mal d'éléments de conjoncture. Et puis on a eu, il me semble intéressant de discuter avec vous d'un rapport qui a été publié par le Boston Consulting Group la semaine dernière sur l'évolution des coûts salariaux. Et alors, j'ai pas pu reproduire le graphique parce que le PDF est cadenassé, si je puis dire. J'en ai un autre qui a alimenté une discussion mercredi dernier avec mes amis Twittos et sur BFM l'après-midi parce que voilà, c'est comment se situe l'évolution des coûts salariaux dans le secteur manufacturier aux États-Unis en 2015. C'est intéressant. On en reparle juste après, mais c'est un point intéressant parce que on rentre dans une logique qui est plus tout à fait la même, et c'est ça qui va être intéressant et auquel on devra nous aussi être attentifs un peu plus tard. On va commencer par les éléments de conjoncture, un peu de manière traditionnelle. N'hésitez pas à intervenir, hein. Il y a la possibilité d'intervenir par messagerie, donc voilà, profitez-en. Je vous rappelle qu'il y a pas mal de trucs qui sont sortis sur le blog, des éléments sur les émergents, sur la politique monétaire américaine, sur l'IFO tout à l'heure. N'hésitez pas à les regarder, sachant que maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le blog est bien séparé, avec d'un côté une version française et de l'autre côté une version anglaise. C'est plus simple à gérer pour tout le monde, et donc ça fonctionne depuis ce week-end. Donc vous ne verrez plus si vous regardez la version française d'articles en anglais. Il y a un lien qui est créé tout en haut pour passer d'un blog à l'autre. Donc, sachant que les articles ne seront pas forcément toujours les mêmes. Donc voilà, c'est juste pour faire un peu de retape sur ces blogs. Alors, commençons par une problématique que j'ai sur un papier que j'ai développé ce week-end, mais qui me semblait intéressant de visualiser. C'est l'évolution de l'activité à la fin du mois de juin. On a eu pas mal d'éléments sur des enquêtes, sur des chiffres de PIB, etc. Il est intéressant de regarder l'agrégation de tout ça. Et le CPB, qui est un organisme, une institution néerlandaise, collationne toutes ces données et les met en cohérence. Et vous avez ici, en violet, l'allure de la production industrielle des pays, de l'ensemble du monde. Hein. On a cette évolution. Ce qu'on constate d'une manière très simple, c'est que le rythme de croissance est faible. Hein. La courbe orange que j'ai mis sur le graphe progresse à un rythme de 2,4%. La courbe rouge, qui était la tendance d'avant-crise, est à 4,4%. Donc on n'est pas du tout sur le même rythme. Ça veut dire que derrière, il y a une problématique d'emploi, une problématique d'activité qui n'est pas résolue. Alors je ne dis pas qu'il faille converger très vite vers l'allure antérieure, mais là on diverge de manière très significative
Et c'est ça aujourd'hui un des points majeurs, un des points sur lesquels il faut être attentif. L'activité mondiale, telle qu'elle est retracée ici, est médiocre. Hein, on est dans cette configuration-là. Ayons bien ces éléments à l'esprit. Donc ça, c'est le premier point que je voulais évoquer. Alors quand on regarde dans le détail, eh bien on voit que on a des allures qui sont très différenciées. Vous avez au milieu l'indicateur mondial, hein, le même que celui-là, hein, c'est le même. Et puis vous avez ici l'indicateur des pays développés. Vous voyez que depuis la rupture de 2011, hein, cette période où les effets des plans de relance se sont essoufflés, où l'Europe a commencé à partir un peu de guingois avec une récession qui s'est mise en place à partir de la fin de l'année 2011. Donc on a une période très, très difficile et la croissance sur la période, hein, depuis 2011, c'est 0,4% en tendance, c'est pas beaucoup. On était à 2,3 avant sur la période antérieure à la crise. Donc on est sur un rythme très faible. Même les pays émergents ont vu leur activité ralentir. Hein. On est sur un rythme aujourd'hui de l'ordre de 4%, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais on était sur un rythme supérieur à 8 avant la crise. Donc on a là ayons bien ça en tête, hein, les émergents sont en rouge, ils étaient à 8% de hausse, ils sont entre 4 et 5% aujourd'hui. Vous avez là un des ingrédients des inquiétudes, des interrogations qu'il y a aujourd'hui sur cette zone, sur ce type de pays. Il n'y a pas de croissance très rapide, y compris dans les émergents. C'est quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit aujourd'hui. Et quand on regarde, là j'ai pas mis le détail, mais il est sur le blog, quand vous regardez le détail, alors on peut regarder les contributions, hein. Ouais, vous avez ici les contributions à la croissance annuelle de la production industrielle, donc vous avez l'Asie qui est ici en vert, vous avez les États-Unis qui sont en bleu, l'Europe en violet et le Japon en orange. Vous avez ici sur le panel l'évolution des contributions habituelles. Quand je dis habituelle, c'est la tendance sur la période 92-07, enfin la moyenne plutôt sur la période 92-07, donc 1,8 de contribution de l'Asie, on est à 1,2. Les États-Unis sont généralement à 0,7, on est à 0,4. L'Europe, zone euro 0,3, on est à moins 0,1. Le Japon, 0,1, on est à moins 0,3. Donc on voit bien que les pays industrialisés ont une contribution limitée. Les pays émergents que j'ai repris ici uniquement pour l'Asie ont une contribution plus limitée. Mais si on rajoutait, vous pouvez aller le voir sur le blog, si vous rajoutez l'Amérique latine, si vous rajoutez l'Europe centrale, vous êtes sur des contributions qui sont pratiquement à zéro, et l'Afrique Moyen-Orient a une contribution négative. En d'autres termes, on a là une situation où on voit bien que aucun pays émergent n'a la capacité spontanément de rebondir et d'améliorer sa situation. Donc ça, c'est un des éléments majeurs qu'il faut avoir à l'esprit. La croissance, partout, est médiocre. Alors, quand je dis médiocre, elle n'est pas forcément négative, hein, mais elle est inférieure, que ce soit sur la production industrielle ou sur d'autres indicateurs, elle est inférieure à ce qu'on avait l'habitude d'observer par le passé. C'est ça qui aujourd'hui est important. Et si on regarde les pays, si on regarde la Chine, hein, on est à 7,5, la moyenne est à 10. Si on regarde les États-Unis, on est à 1,7% sur le deuxième trimestre, probablement un peu révisé à la hausse demain ou après-demain, je ne sais plus, mais on était à 2,5-3% avant. La zone euro est à moins 0,5 de PIB, en tendance moins 0,6 même en acquis fin du deuxième trimestre de cette année, même plus 0,3, hein, même si on prend plus 0,3. Voilà, on est sur des chiffres, plus 0,3 ça fait 1,1 en taux annualisé, on était à un petit peu moins de 2. Donc voilà, on a toute cette problématique-là. Il n'y a pas de croissance suffisamment forte dans le monde aujourd'hui pour régler un certain nombre de questions. Et si aujourd'hui les pays industrialisés en profitent un petit peu plus, on l'évoquait la semaine dernière en regardant les enquêtes du mois d'août, hein, on voit bien que les pays industrialisés sont un peu mieux positionnés que les pays émergents, eh bien on a cette situation
extrêmement importante à laquelle il faut être attentif. Il n'y a pas beaucoup de croissance, et dans cette dynamique de croissance, aujourd'hui, ceux qui semblent en profiter le plus sont les pays industrialisés, et on verra sur ce point tout à l'heure. Si on regarde le commerce mondial, vous voyez, on est sur des niveaux qui restent extrêmement faibles. Il n'y a pas cette dynamique habituelle qui fait que tout le monde est pris par une sorte d'évolution commune, qui fait que vous êtes tiré vers le haut par une accentuation des échanges. On n'a pas ça aujourd'hui, et les pays émergents en souffrent terriblement. Hein. Si on regarde les contributions, d'abord, les contributions des pays industrialisés sont très faibles. Vous voyez, les États-Unis sont proches de 0, 0,1, on était habitué à 0,9. La zone euro est à moins 0,4, pardon, on était habitué à 1,7, et le Japon à moins 0,15, on était habitué à 0,2, et même l'Asie à 1 au lieu de 2,3. Et si on ajoute l'Amérique latine, l'Europe centrale ou l'Afrique, Afrique-Moyen-Orient, on ne change rien à cette histoire. Donc il n'y a pas beaucoup de dynamique interne, et il n'y a pas beaucoup d'échanges, et donc on a une configuration qui a du mal à s'accélérer, à s'accentuer fortement. Et on voit bien l'enjeu pour les pays émergents, c'est que les pays industrialisés, les États-Unis, l'Europe, n'ont pas une croissance très forte. Ce sont les clients habituels des pays émergents. Hein. Quand vous regardez le Brésil, vous regardez l'Inde, vous regardez la Chine, les gros clients, c'est l'Europe et les États-Unis. Si ceux-ci ont une progression très limitée, une demande très limitée, eh bien, ces pays, malgré tout, même s'ils se sont développés de manière récente, n'ont pas un marché intérieur qui leur permet une forte autonomie. Et c'est ça l'un des aspects qu'on doit observer sur les émergents. Une des difficultés auxquelles sont confrontés les émergents, c'est que la demande qui leur est adressée est faible par rapport à ce qu'ils observaient, et ils n'ont pas la capacité aujourd'hui de rendre leur croissance plus autonome. C'est cette difficulté à laquelle ils sont confrontés. Donc voilà, ce sont les éléments que je voulais évoquer sur cette dynamique un peu longue. On a eu les chiffres d'enquête en Chine qui montrent une stabilisation au mois d'août des indicateurs. Hein. On est revenu à 50.1. Ça veut dire que globalement, le niveau d'activité dans le secteur manufacturier est équivalent en août, à ce qu'il était en juillet. Si on regarde le détail, on voit que l'amélioration vient essentiellement de l'interne, hein, puisque vous avez en bleu l'évolution des commandes à l'exportation et en violet l'évolution du ratio commande globale sur stock, et on a une allure assez robuste qu'on voit sur les commandes, et c'est uniquement l'effet interne, probablement lié aux incitations à l'investissement qui ont été mis en place par le gouvernement. Tant mieux. Pourquoi ça nous rassure? Parce que sur l'économie chinoise, il y a une interrogation forte aujourd'hui, toujours. Il y avait un grand papier ce matin dans le Financial Times sur cette question, qui est de dire, voilà, on rééquilibre la croissance, très bien, c'est un peu moins fort, ok, on est plutôt sur la zone 7-8, tant mieux, ça crée pas trop de pression, tant mieux, voilà. On avait évoqué ça la semaine dernière notamment, mais après, la question est de savoir ce qui se passe sur l'immobilier, ce qui se passe sur la dette, et ces situations peuvent fragiliser l'économie chinoise, et le risque que chacun imagine ou craint plutôt, c'est de voir cette économie chinoise ralentir beaucoup plus fortement, et on parle parfois, on évoque des chiffres en dessous de 4% de croissance, et donc voilà, c'est ce genre de choses auxquelles il faut être attentif aujourd'hui. Ces indicateurs suggèrent qu'on n'ira pas à 4% à court terme. Mais ayons ça toujours en tête, parce que c'est un point majeur. Mais globalement, c'est plutôt à court terme, cet indicateur d'enquête est plutôt une bonne nouvelle, et tant mieux, si ça permet de stabiliser. Parce que l'autre point qu'on doit évoquer quand on regarde les pays émergents, c'est que tous les pays émergents, l'Asie, tous les pays asiatiques, sauf peut-être l'Inde, une partie de l'Amérique latine, je pense notamment au Brésil, une partie de l'Europe centrale, une partie de l'Afrique,
étaient devenus extrêmement dépendants et sont toujours très dépendants de la dynamique chinoise. Hein. Quand on a beaucoup parlé des émergences et tout au long de ces 10 dernières années, on en a beaucoup parlé parce que la Chine a créé une rupture très forte, très profonde sur les pays émergents. Et si vous regardez, si vous avez la curiosité un jour, vous allez sur le site du FMI, vous regardez l'évolution du PIB de la part du PIB de chacun des pays émergents dans le PIB mondial. Alors vous avez des améliorations hein, en Inde, etc. Bien sûr, mais le seul qui est en rupture, c'est la Chine, et c'est lui qui a tiré l'ensemble. Et quand vous êtes dans une configuration où l'économie chinoise n'apporte plus qu'une croissance de 7,5%, hein, c'est le chiffre du deuxième trimestre, contrairement aux 10-12, voire 13 qu'il y avait avant la crise, eh bien ça crée une dynamique, un momentum, comme disent les Anglais, très différent, très inférieur à ce qu'il y avait. Donc là, on a là les deux premiers ingrédients marquants de cette crise des pays émergents. Il n'y a plus d'impulsion en provenance de l'extérieur, que ce soit via les Européens ou les Américains, ou que ce soit via la Chine. Et pour la problématique chinoise, ça pose un certain nombre de problèmes. Je pense à un pays comme le Brésil, qui était, ou même l'Afrique du Sud, qui était très dépendant des achats chinois de matières premières. Alors les Chinois continuent d'acheter des matières premières, mais à un rythme un petit peu plus faible. On n'est plus sur le même tempo. Et donc, un pays comme le Brésil souffre terriblement. Et c'est une des grandes difficultés de l'économie brésilienne aujourd'hui, que de ne plus avoir cette impulsion forte qui venait de l'économie chinoise. Donc, voilà, c'est le deuxième ingrédient, le deuxième élément qu'il faut avoir à l'esprit, parce que ces deux éléments créent une demande systématique, que ce soit sur des matières premières ou sur des produits finis, et cette situation favorisait très largement, enfin les pays émergents en ont très largement profité. La demande a chuté, la demande a baissé de façon très spectaculaire. On le voyait tout à l'heure quand on regardait les contributions des États-Unis ou de l'Europe au commerce mondial. On est sur des rythmes très faibles aujourd'hui, et ça pénalise forcément les pays émergents, et c'est ça qu'il faut. Sont deux éléments majeurs pour comprendre la dynamique et la problématique des pays émergents. Deuxième facteur que je voulais évoquer, c'est celui que j'indiquais tout à l'heure à partir du Boston Consulting Group, c'est l'évolution des coûts unitaires dans le secteur manufacturier américain. Dans cette enquête du Boston Consulting Group, qui est intéressante, si vous la souhaitez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, il est clairement évoqué, il y a une décomposition qui est faite des coûts avec deux composantes, une composante des coûts salariaux, une composante de coûts autres, notamment des coûts énergétiques, et donc ils assemblent tout ça et ils regardent l'évolution qu'a le coût qu'ont les coûts du secteur manufacturier aux États-Unis. Et si on met une base 100 aux États-Unis, l'ensemble des coûts salariaux unitaires, on est à 95 en Chine et à 116 en France. Ça veut dire que un peu moins en Allemagne que les 116, mais très supérieur quand même aux chiffres américains. Ça veut dire que globalement, si on suit et si ces éléments-là sont validés, si je puis dire, la différence de coût entre les États-Unis et la Chine sera extrêmement faible. Ça veut dire que le différentiel de coût entre le secteur manufacturier européen et le secteur manufacturier américain va être extrêmement importante et avoir un impact très marqué sur la compétitivité européenne. Alors, pour illustrer ce phénomène, j'ai mis ici le graphique de la production manufacturière américaine, c'est en bleu, et vous voyez que depuis le point bas, la hausse de la production
La hausse de la production manufacturière américaine à la fin du deuxième trimestre, c'est de 20%. Un mouvement fort, alors que sur l'emploi, sur la même période, la hausse est de même pas 1%. C'est ce différentiel-là qui est essentiel. Essentiel parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, et c'était vrai même déjà un peu avant la crise, mais c'est encore plus marqué aujourd'hui, on construit des usines où il y a peu de gens qui travaillent. Et les gens qui travaillent sont essentiellement des ingénieurs. Il n'y a pas beaucoup de col bleu comme on les voyait par le passé. Cette différence-là est majeure. Parce qu'elle crée des gains de productivité extrêmement forts et c'est quelque chose auquel il faut être extrêmement attentif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est évoqué par le BCG est l'utilisation du gaz de schiste aux États-Unis. Alors là, je parle indépendamment des considérations écologiques qui doivent être évoquées, quoi qu'il arrive. On a quelques exemples problématiques. Il n'empêche que dans une bataille globale sur le secteur manufacturier, ça donne un avantage comparatif non négligeable. C'est-à-dire que la somme des deux donne un avantage comparatif considérable aux États-Unis. Donc ça, c'est l'aspect que je voulais souligner. Alors, on peut aller un petit peu plus loin, parce que, ce mécanisme-là, je pense notamment sur la dynamique des usines avec peu de personnel, est une dynamique qu'on verra forcément en Europe, qu'on voit un peu, mais qu'on verra de manière probablement plus importante. Et quand vous discutez avec des chefs d'entreprise, c'est clairement ce type de schéma vers lequel ils s'orientent. Ça veut dire que ça pose une vraie problématique en termes d'économie industrielle, parce que on peut évoquer la politique industrielle, de dire voilà, il faut créer des usines, etc. Oui, mais ces usines ne créeront pas les emplois comme dans les années 50, 60, 70. On n'est plus du tout sur la même logique, et ça, c'est important. En d'autres termes, on crée des gains de productivité qui ne sont pas redistribués directement aux salariés. Parce que, globalement, la question qui est posée derrière cela, c'est de se dire, ben voilà, on va créer des usines avec des robots, de tout ce qu'on veut, ça va générer une activité forte, des gains de productivité considérables. La question après, c'est comment ces gains de productivité sont-ils répartis? Alors, jusqu'à présent, et c'est ce qui fait le plaisir de ceux qui parlent de la politique industrielle. On dit, ben, voilà, il y aura plein d'emplois, on distribuera des revenus par celui-là. Aujourd'hui, ça n'est plus comme ça. Et donc, la question est qui bénéficiera de ces gains de productivité dans la répartition capital-travail. On voit bien qu'une grande partie va aller au capital. Et donc, deux questions se posent. La première, c'est est-ce que, si on est aux États-Unis, est-ce que la redistribution des gains, est-ce que le biais, dans la redistribution des revenus va être accentué par ce phénomène? Quand on regarde la distribution des revenus aux États-Unis, vous avez un biais très fort vers les détenteurs de capital et au détriment des salariés. Ça, vous pouvez regarder toutes les études. Il y a un papier que je vous recommande du Journal of Economic Perspective du mois d'août, qui est sorti il y a une dizaine de jours, sur cette question. Là aussi, si vous le souhaitez, je peux vous le faire parvenir. C'est gratuit, il n'y a pas de problème de paiement. Donc, voilà, c'est une problématique forte aux États-Unis. Et puis pour nous en Europe, comment ces gains de productivité vont être répartis? Comment va s'intermédier l'État dans cette question? Il y a des vraies questions qui sont posées aujourd'hui sur cet aspect. On voit bien il y a une vraie révolution industrielle qui s'opère. On n'est plus sur une révolution industrielle qui touche le consommateur, votre téléphone portable, votre
système qui peut être transportable, et c'est essentiel, c'est important, mais aujourd'hui on est dans une dynamique où on crée des produits, des biens d'équipement, des usines qui ont cette même avantage technologique, et là il y a un vrai changement. Alors la problématique que vous allez tous poser, c'est de se dire, mais est-ce que finalement dans cette situation, on ne crée pas un environnement où il n'y aura plus de jobs? Alors cette problématique-là est souvent posée. Toutes les expériences passées suggèrent que voilà, il y aura des jobs qui seront créés dans d'autres secteurs, pas forcément spécifiquement dans le secteur manufacturier, mais je rappellerai juste toujours, parce que je pense que ça marche encore, l'histoire des ludites lyonnais, hein, quand la machine à tisser a été introduite, tout le monde s'est révolté en disant ça va supprimer un tas d'emplois. Ça en a créé beaucoup ailleurs, pas dans le métier, pas dans le tissage, mais ailleurs. Et la problématique est un peu du même type ici. Hein, si vous avez un instant, un jour, lisez L'homme et la machine de celui qui a créé l'INED en France, un vieil économiste, oui, il est décédé. J'ai oublié son nom. Ça me reviendra, j'en parlerai tout à l'heure. Mais voilà, on est dans une logique où effectivement on n'a pas on ne va plus beaucoup créer d'emplois dans le secteur manufacturier, on en créera ailleurs, et toute la problématique des réformes structurelles, on revient là-dessus, c'est de se dire comment faire pour pouvoir développer des emplois ailleurs. Ça c'est une vraie question qui est posée. Donc voilà, c'est un aspect. Je pense que je vais faire un papier peut-être demain ou après-demain sur le blog là-dessus, parce que ça me paraît essentiel. J'avais indiqué à peu près les mêmes choses sur une interview que j'avais donnée à BFM il y a une semaine. N'hésitez pas, il est disponible en vidéo. Vous allez chercher, vous le trouverez sans problème. Voilà, mais c'est un point majeur parce qu'on est dans une situation peut-être de rupture et avec des effets extrêmement durables et persistants. À court terme, on a eu des chiffres un peu moins bons hier sur les biens d'équipement, sur les commandes de biens durables. Voilà, on est à court terme sur une économie américaine qui reste un peu fragile. Hein. Tout le monde a voulu se laisser porter par les propos de Bernanke du mois de juin en disant voilà, ça va mieux sur l'économie américaine. C'est pas spectaculaire. Hein. On n'est pas dans quelque chose qui laisse imaginer que spontanément la croissance américaine va s'accélérer brutalement. On voit pas très bien d'où ça viendrait. Alors sur l'immobilier, on a eu deux chiffres sur les ventes de maisons. Alors il y avait un chiffre qui était très bon, ce sont les ventes de maisons, les reventes de maisons. Un chiffre qui était très mauvais, c'était celui des maisons neuves. Ici j'ai mis le total des deux, et pour l'instant on est sur une dynamique toujours très très robuste sur les ventes de maisons. Et ici j'ai mis l'évolution sur 12 mois des ventes de maisons anciennes. Alors pourquoi sur 12 mois, hein, vous voyez, c'est marqué 12 derniers mois sur les 12 mois précédents, c'est un truc un peu lourd, parce que généralement cet indicateur, quand je l'avance un petit peu, est assez bien corrélé avec l'évolution de la consommation des ménages. Hein, il faut entendre ce graphe, cet indicateur, comme une sorte d'effet de richesse. Les ménages, la dynamique du marché de l'immobilier s'accentue et favorise l'effet de richesse. C'est l'idée que j'évoque derrière ce graphique. Sur l'Angleterre, juste un graphique, j'ai pas eu le temps de mettre en slide l'évolution du PIB qui a été un peu révisé à la hausse. J'ai pas eu le temps de regarder le détail non plus. Vous avez ici, par contre, l'évolution de l'enquête CBI, des commandes de l'enquête. Hein. Vous savez que cet indicateur est publié le même jour que les estimations flash de l'enquête Markit. Et là, on a le chiffre du mois d'août
qui est en accélération très spectaculaire. Vous le voyez sur le graphique. On était jusqu'à présent sur cette... on va faire un petit voilà. On était sur une tendance plutôt négative, hein, même si on voyait sur juin, juillet des chiffres un petit peu meilleurs. Mais là, on a une accélération extrêmement forte. L'économie anglaise change un petit peu de nature. C'est un point intéressant. Alors, certains s'inquiètent de voir cette économie anglaise toujours tirée essentiellement par l'immobilier. Pour l'instant, on profite de cette situation, si je puis dire. Sur la zone euro, l'enquête PMI, ici, avec une amélioration très sensible de l'indicateur qui repasse pour la première fois depuis avril 2011 au-dessus de 50, et on retrouve bien cette allure cohérente avec l'évolution du PIB. On a ici des signaux plutôt positifs sur l'activité de la zone euro, et ces signaux, ah mince, je me suis trompé de graphique, voilà, je vais le mettre, où est-ce que je l'ai mis? Ah mince, il y a un graphique que j'ai substitué. En fait, je voulais mettre ici le graphique, ce ratio d'être sur commande sur stock, mais pour la zone euro. Alors, en fait, j'ai mis 2 fois le graphique français. En fait, quand on regarde le graphique de la zone euro, l'indicateur du ratio progresse ici comme ça. Et c'est un facteur, et la corrélation avec la production industrielle est meilleure encore que celle pour la France. Et donc là, on a un indicateur très fort d'amélioration attendue de la production industrielle dans les mois qui viennent, et c'est ça qui aujourd'hui est extrêmement positif pour la zone euro. Cette dynamique des échanges est quelque chose d'important parce que ça veut dire que l'économie européenne est en train de s'améliorer sur le secteur manufacturier, recommence à faire des échanges entre eux, les pays recommencent à faire des échanges, et ça c'est toujours très positif. C'est un point que j'ai souvent évoqué, mais notamment depuis le mois de mai, mais qui est essentiel, c'est-à-dire que quand on recommence à faire des échanges, on crée une dynamique, et c'est cette dynamique-là qui est en train de se mettre en place probablement en Europe, et c'est à cela que nous serons attentifs dans les semaines qui viennent. On l'est déjà depuis un certain temps, mais on va continuer de regarder ça, et notamment lorsque lundi prochain sortira l'enquête du mois d'août, où on aura le détail sur l'Espagne, sur l'Italie, qui ont plutôt bien performé ces 2 derniers mois. Alors ici, vous avez ce que j'évoquais, hein, on est sur un secteur manufacturier plus en verve que le secteur des services, et ça traduit probablement une intensification des échanges qu'on voit dans les commandes à l'export, qu'on voit dans certains indicateurs d'exportation, et c'est ça qui est important. J'ai mis, alors si on passe de l'Europe à l'Allemagne, j'ai mis ici la décomposition du PIB allemand que j'avais fait quand c'est sorti en début de semaine. Ce qui est intéressant quand même sur l'Allemagne, on ne va pas discuter tous les postes, mais l'Allemagne qui souhaite que tout le monde soit très vertueux, hein, vous avez tous noté ça, etc. Mais quand vous regardez la partie bleue des mers du Sud de ce graphique, qui représente les dépenses publiques, et bien vous apercevez que les Allemands ont soutenu leur activité via les dépenses publiques. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, à l'exception d'un ou 2 trimestres depuis 2010. Les dépenses publiques allemandes ont continué de progresser sur toute la période pour soutenir la demande intérieure. Là-dessus, il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté. Et je répète que le grand avantage de l'Allemagne sur la période, c'est qu'ils ont pu, et on le voit sur les bâtonnets verts, exporter beaucoup, notamment vers les pays émergents et notamment vers l'Asie, ce qui leur a été extrêmement favorable. Mais en interne, la situation était un peu dopée par les dépenses publiques, et c'était un soutien assez fort. Alors quand on regarde les enquêtes menées en Allemagne, on a eu l'IFO ce matin, c'est peut-être un peu mélangé dans mes slides. Alors Brigitte me dit, oui, mais ils en ont les moyens. Oui, mais ce que je dis simplement, c'est que les moyens, c'est pas les moyens budgétaires.
c'est une bonne spécialisation internationale, c'est-à-dire que la spécialisation allemande se fait sur des biens d'équipement et géographiquement, elle est très dépendante de l'Asie. Et l'Asie, dans la phase de reprise, et même si ça va un petit peu moins bien, reste une zone plutôt dynamique. Et c'est ça qui leur a permis de retrouver une allure plus positive et donc d'avoir des rentrées fiscales qui n'avaient pas la même allure qu'ailleurs. Hein, et cette situation leur a permis effectivement d'avoir des dépenses publiques plus importantes. Mais voilà, l'avantage comparatif de l'Allemagne par rapport aux autres, c'est cette spécialisation internationale qui leur donne un avantage comparatif considérable par rapport à la France, l'Espagne ou l'Italie. C'est cette problématique-là qui est importante. C'est pas l'évolution durant la crise, durant la partie forte de la crise. L'évolution des finances publiques allemandes n'a pas été particulièrement brillante. Hein. Y a pas de, ils n'ont pas brillé. La dette a augmenté très vite aussi. Mais par contre, ils ont eu une capacité à retrouver de l'allure parce qu'il y a eu cette impulsion très forte de l'extérieur dont n'ont pas bénéficié les autres pays européens pour diverses raisons. Mais on n'a pas cette capacité, notamment en France. Et donc l'activité a du mal à redémarrer parce que la situation est conditionnée par ce qui se passe en interne. On a subi tout un tas de chocs et on n'a pas la capacité de rebondir comme ont pu le faire les Allemands, et ce qui leur a donné des moyens pour effectivement soutenir la demande intérieure. Alors sur l'Allemagne, on a eu ce matin l'IFO. Ici j'ai repris les 3 enquêtes allemandes, le PMI en bleu, l'IFO en violet et le ZOO en rouge. Tout est centré réduit sur la même période, hein, depuis 98, et on voit qu'effectivement il y a une allure plus positive sur ces indicateurs. Si on regarde le détail, donc je voulais regarder plutôt ce graphique-là avant, si on regarde les deux composantes, hein, il y a une composante anticipation, une composante situation courante, eh bien on reste, vous voyez, la courbe ici en un peu plus foncé, c'est la courbe 2013, hein, de janvier 2013 à août 2013, on est dans la zone de croissance, c'est-à-dire on a une situation courante qui est un peu supérieure à ce qu'on avait à la moyenne historique, on a des anticipations qui sont supérieures à la moyenne historique, et donc on est dans ce cadran ici, nord-est, qui est le plus favorable et qui reflète une dynamique de croissance significative. Et si on regarde dans le détail, eh bien on a un support extérieur qui joue son rôle, hein, via le secteur manufacturier, et puis une demande interne via les grossistes et les détaillants qui est plutôt bien orientée. Donc on a des impulsions extérieures qui sont plutôt fortes. Hein. On va prendre le secteur manufacturier comme impulsion extérieure, et puis une demande intérieure assez soutenue. Par contre, le secteur de la construction s'effondre, pas très étonnant. On avait beaucoup d'interrogations sur l'évolution de ce secteur. Il est en train de s'effondrer. Alors, les anticipations, si on regarde le détail, les anticipations s'effondrent un peu moins que la situation courante, mais globalement, la dynamique immobilière, je crois que tout le monde s'est un peu mis le doigt dans l'œil sur cette question. Mais ce qui est intéressant quand on regarde ce graphique, c'est qu'on a une impulsion extérieure, une impulsion interne, et pour Angela Merkel, des élections dans à peine un mois, c'est le 22 septembre prochain, autant dire qu'elle sera réélue a priori sans difficulté. Alors après, la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'Angela Merkel va changer de stratégie? Probablement pas. Elle n'a aucune raison de le faire aujourd'hui. Elle peut le faire dans 2 ans, parce qu'a priori c'est son dernier mandat, et donc pour sortir de façon flamboyante, on peut imaginer que sur la fin de son mandat, elle prenne position dans l'histoire. Mais aucune raison qu'elle le fasse aujourd'hui, parce qu'un mandat c'est très long, et donc si on veut agir stratégiquement, autant le faire un peu plus tard que dès maintenant. Sur la France,
Vous avez ici l'évolution du PIB en bâtonnet, l'évolution de l'indicateur PMI, alors qui s'infléchit un tout petit peu au mois d'août. Hein. On n'a pas l'accélération observée, la convergence vers la stabilité de l'activité, c'est un peu essoufflé. Et là, on voit bien, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les pays, l'ensemble des pays de la zone euro, le ratio stock sur nouvelles commandes sur stock, pardon, ne s'envole pas du tout. On reste aux alentours de 1, on est sur une situation un peu difficile. L'augmentation des commandes a été compensée par une augmentation des stocks. Donc, on a pu se réjouir, par exemple, au deuxième trimestre de l'amélioration des stocks dans le chiffre du PIB. Sur la dynamique de court terme, c'est pas très très bon. Alors, voilà ce que je voulais évoquer. Juste un mot sur les retraites. Finalement, tout le monde a phosphoré, tout le monde a réfléchi. On avait évoqué la question au mois de juin, au moment de la publication du rapport Moreau. Et puis finalement, ça passera par une augmentation des cotisations. Alors, on ne sait pas encore laquelle. Est-ce que ça se fera par des cotisations sociales? Est-ce que ça se fera par la CSG? Il y a de vraies discussions. Mais l'environnement risque d'être un petit peu compliqué à gérer, puisque Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, est sorti a priori satisfait, puisque il a obtenu d'avoir des baisses de coûts salariaux à la fin de l'année. Et alors, ce qui se trame, si je puis dire, ce serait une fiscalisation des cotisations familiales, des allocations familiales, par exemple, via la CSG ou via la TVA, et donc un allègement du coût pour les entreprises, un allègement du coût pour les entreprises. Mais voilà, on complique un petit peu la chose, et surtout, on reporte systématiquement l'augmentation du coût sur le consommateur, sur le salarié, et cette situation-là va peser très sensiblement sur les comportements de chacun. A priori, Jean-Marc Ayrault, dimanche soir, a évoqué le non-changement de l'âge légal de départ à la retraite. On évoque quand même toujours la possibilité d'un allongement des durées de cotisation. Ça, je crois qu'on n'y échappera pas, mais je pense que ce sera repoussé le plus loin possible pour que ceux qui sont proches de la retraite ne soient pas du tout affectés. En d'autres termes, on essaie d'éviter tout chamboulement à court terme, mais ça veut dire que globalement, on aura certainement dans 3 ans une nouvelle réforme sur les retraites. Parce que le système, hein, comme l'avait évoqué Hollande à plusieurs reprises, on vit plus longtemps, donc il faut qu'on travaille plus longtemps, il faut qu'on cotise plus longtemps. C'était le credo de départ, on n'est pas tout à fait dans ce schéma-là aujourd'hui. Alors l'annonce du projet de loi se fera le 18 septembre de mémoire. Alors passons aux pays émergents, aux problématiques. Alors, premier élément majeur, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la croissance, hein, c'est vraiment essentiel. Et puis, regardons ce qui s'est passé sur la roupie indienne. Regardons ce qui s'est passé depuis l'annonce ici depuis l'intervention de Ben Bernanke au Congrès. C'était le 22 mai. Et si vous regardez la roupie, eh bien à partir de ce moment-là, hop, elle se déprécie. Hein, c'est dépréciation de la roupie ici, une mauvaise reproduction. Si vous regardez le réal, pareil, réal brésilien, pareil. Si vous regardez le pesos philippin, pareil, vous avez la même rupture. Vous avez une rupture pas tout à fait la même pour la roupie indonésienne, mais il y a eu une accélération récente. Si vous regardez le rand sud-africain, vous avez là aussi la même problématique qui est posée. En d'autres termes, on a retrouvé une allure, une règle, si je puis dire, habituelle. Quand la Fed change de stratégie, eh bien, les capitaux sortent des pays émergents et vont vers... Enfin, quand la Fed indique que la situation est meilleure et qu'elle va retrouver une allure de politique monétaire plus habituelle,
les capitaux sortent des pays émergents et retournent aux États-Unis. En d'autres termes, il y a moins de risques aux États-Unis. Et donc, ces capitaux courts qui avaient alimenté très largement les pays émergents se retrouvent les flux s'inversent et pénalisent très largement les pays émergents. Donc on est dans cette configuration-là aujourd'hui. Pour tous les pays que j'évoquais, on pourrait rajouter la Turquie. Eh bien, il y a déficit de balance de paiement courant. Ça veut dire que tous ces pays, j'ai pas mis le graphe. Le graphe est sur le blog, mais j'ai oublié de le mettre. Pour tous ces pays, il y a un manque d'épargne tout à fait considérable, alors qui était compensé par des flux de capitaux entrants, et donc tout le monde se réjouissait, disant bah voilà, les pays émergents sont devenus très attractifs. En fait, oui, ils étaient très attractifs tant que la politique monétaire américaine était très accommodante. Quand elle change quand elle modifie les anticipations, eh bien, ça change la donne, et c'est ce à quoi on a assisté depuis la mi-mai. Alors, la problématique, il y avait ce matin dans le Guardian, je l'ai tweeté, si vous allez regarder, il y avait un article intéressant sur l'Inde, indiquant que eh bien, l'économie indienne avait bénéficié de ces flux de capitaux, et finalement on avait profité pour se développer en interne. Ça s'est traduit par une dynamique assez forte sur l'immobilier, et donc une dépendance très marquée au flux externe, qui permettait finalement de satisfaire à l'équilibre de la balance des paiements courants, et en interne, eh bien, chacun jouait son petit jeu sur l'immobilier. Et cette situation-là est en train de s'inverser, ce qui pénalise très largement l'économie indienne. On a des phénomènes un peu similaires dans d'autres pays, et c'est cette problématique-là qui est importante. En d'autres termes, l'économie, la dynamique interne de chacun de ces pays a eu plutôt tendance, avec l'arrivée des flux de capitaux, de se concentrer sur des questions internes, de se dire ben, finalement on peut se développer en interne, on a toujours ces flux de capitaux. Là, ça met le doigt sur cette question. Alors, immédiatement, les autorités de ces États ont souhaité intervenir. On a vu la semaine dernière un plan de 60 milliards de dollars au Brésil visant à contrecarrer la baisse de la monnaie. On voit bien la problématique brésilienne, on l'avait déjà évoqué, on la voit bien, c'est de se dire ben, si effectivement on a une monnaie qui se déprécie, il y a un risque d'importer de l'inflation, et ça serait vraiment préoccupant. Et au Brésil, cette question est majeure parce que les Brésiliens ont connu une inflation très marquée au début des années 90. On a la même préoccupation d'ailleurs en Turquie. Ce sont les deux pays qui ont remonté leur taux très récemment, mais en plus le Brésil a mis en place une stratégie d'intervention sur le marché des changes. Ça marchera si effectivement cette stratégie, si cette crise est peu durable. Si elle l'est davantage, eh bien les problématiques de déficit de balance de paiement courant resteront forts et auront tendance même à s'accentuer, ce qui posera pour un certain nombre de pays des difficultés majeures. Et c'est un aspect qui doit être important. Alors, est-ce que pour nous... Alors, deux choses. Jusqu'à quand va durer l'incertitude? La semaine dernière, j'évoquais la problématique de la politique monétaire américaine. C'est de dire, voilà, on a c'est ce que j'évoque dans le papier que j'ai mis sur le blog ce matin, on a une problématique de ce que va faire la Fed. Est-ce qu'elle va suivre ses engagements de maintenir des taux d'intérêt très bas, même si l'activité va mieux, etc. Il y a une incertitude sur ce plan-là. Et puis l'autre aspect, c'est l'incertitude autour du nouveau président. Est-ce que ce sera un président qui suivra exactement ce qui a été fait par Bernanke? Ce serait le cas avec Yellen.
ou est-ce que ce sera un nouveau président qui n'en fera qu'à sa tête? Ce serait effectivement le cas si c'était Summer. Ça crée une incertitude, ça va durer encore un petit moment, et cette incertitude ne va pas se lever, même une fois le président nommé par Obama. Il faudra qu'il passe devant le Congrès, donc ça va durer encore un petit moment, et on va avoir cette incertitude assez forte sur la politique monétaire américaine dans les mois qui viennent. Et ça va jouer fortement à l'incertitude sur cette région. L'autre question qu'on peut se poser, c'est celle de, finalement, est-ce que ça va nous handicaper fortement? Est-ce que cet environnement va être pénalisant pour les pays industrialisés ou pas? Moi, je pense pas. Je pense que les pays industrialisés ont une dynamique qui est plutôt autonome par rapport aux émergents. Je ne dis pas que ce sera neutre, mais je ne pense pas que ce sera ça qui nous tirera vers le bas, en considérant que l'économie chinoise ne va pas en rupture, comme j'évoquais tout à l'heure, et ça peut permettre un rééquilibrage de la situation. Quand on regarde l'évolution depuis une dizaine d'années, les émergents ont pris un rôle considérable, un rôle économique, un rôle politique considérable. Cette situation de fragilité des émergents, de la possibilité ou la nécessité pour un certain nombre d'entre eux de recourir au FMI, ce ne sera pas tout de suite, mais peut-être que dans les 3, 6, 12 mois qui viennent, on peut avoir ce genre d'incertitude. Donc, avec cette situation, les pays industrialisés reprennent la main. Et c'est ce que disait d'ailleurs Bernanke le 19 juin dans sa conférence de presse. Il disait cette situation qui redonne un peu d'allure aux États-Unis va permettre effectivement à l'économie américaine davantage de leadership. Et donc c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, parce que le rapport de force va évoluer de façon très significative entre les Européens et les pays, entre les pays industrialisés, et les pays émergents. Et c'est à cela qu'il va falloir être extrêmement attentif, parce que ça va être aussi l'enjeu de voir comment ce rapport de force économique, politique, va évoluer au cours des mois et des années, déjà des mois qui viennent, dans un environnement où l'impulsion des émergents, l'impulsion provenant de Chine est beaucoup plus faible que par le passé, et avec un risque qui est loin d'être négligeable. Donc c'est ça l'aspect majeur. À court terme, je crains que la situation des pays émergents reste extrêmement fragile au cours des prochains mois, parce que ils ne disposent pas aujourd'hui d'une autonomie de croissance très importante, et ils se retrouvent dans un environnement où l'impulsion extérieure est très faible, qu'elle vienne de Chine ou des pays industrialisés. Et c'est cette situation sur laquelle il faut réfléchir, et d'autant plus que ces pays voient des capitaux sortir. Alors, probablement que ça va accentuer, ça va accélérer les phases de régionalisation des échanges. On voit des choses, hein. Il y a le fameux TPP dans le Pacifique, mais la configuration actuelle pourrait inciter les pays émergents à se regrouper davantage et à modifier assez sensiblement le profil, la dynamique de l'économie globale, avec des zones de libre-échange plus importantes. Ce phénomène peut accélérer. La période actuelle, la situation actuelle, la crise actuelle peut accélérer ce phénomène, et là aussi être recontrebalancer, si je puis dire, le changement du rapport de force que j'évoquais tout à l'heure. Donc voilà, on est dans une dynamique qui n'est plus la même, qui change à nouveau, et c'est ça aussi qui va guider les prochaines semaines, les prochains mois sur l'économie globale. Et je crains qu'on ne puisse pas spontanément compter sur les pays émergents, aux pays industrialisés, de retrouver de la superbe pour améliorer l'ensemble de l'activité. Mais on ne peut pas imaginer que spontanément, dans les mois qui viennent,
l'économie des pays industrialisés, même si elle va mieux, sera susceptible de tirer à nouveau l'ensemble de la planète vers le haut. On attendra encore un petit moment. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions. Pourtant, vous êtes nombreux aujourd'hui, mais je vois que vous êtes tous scotchés à l'écran. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez récupérer le graphique du BCG, enfin le document du Boston Consulting Group que j'évoquais tout à l'heure, n'hésitez pas et je vous l'enverrai. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui. Eh bien, la semaine prochaine, la semaine prochaine, la conf call aura lieu le lundi, parce que le mardi, je serai à Lyon et ce sera beaucoup moins pratique. Donc, on fera ça lundi prochain. Voilà, bonne semaine à tous et puis n'hésitez pas à aller consulter le blog parce que j'ai encore pas mal de trucs à mettre dessus, que ce soit en français ou en anglais. Au revoir, bonne semaine à tous.